Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous raconter l'histoire de l'art de la mémoire, notamment à travers les processus mnémotechniques. Aussi loin que remonte notre mémoire collective, celle chargée de répertorier notre passé, notre histoire, il semblerait que la première manifestation d'une mémoire prodigieuse se situe dans l'Antiquité. Il faut savoir qu'à cette époque, la foule admire toute manifestation d'une mémoire entraînée qui permet de retenir des poèmes, des discours. La rhétorique bat son plein et le savoir se transmet oralement. La mémoire est une faculté quasi divine réservée aux seuls initiés. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis un mnémoniste. Je suis l'auteur et le créateur du MémoCamp, à partir duquel vous pouvez entraîner votre mémoire, et j'étudie l'art de la mémoire depuis 1995. Et je l'enseigne un peu partout dans le monde. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://lessecret.com, et dans ce podcast, je vous enseigne quelques prémices sur l'art de la mémoire, de l'attention, de la concentration. La mémoire aurait donc des origines divines. Et justement, en parlant de divinité, savez-vous d'où nous vient le mot mémoire ? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mnémosyne. Mnémosyne, déesse grecque et fille d'Uranus, le ciel, et de Gaïa, la terre, tombe amoureuse de Zeus lui-même. Mais comment séduire le plus puissant des dieux ? Comment attirer son attention sur elle, simple titanide ? Notre déesse avait un don particulier, celui de raconter des histoires. Et pour charmer le dieu des dieux, il suffisait de le flatter en lui narrant les victoires des dieux contre leurs ennemis, les titans. Ainsi, un jour, Zeus, sous les traits d'un berger, rendit visite à Mnémosyne pendant 9 nuits. 1 an plus tard, elle donna naissance aux muses ou filles de mémoire, protectrices des arts, des lettres et des sciences. Calliope pour l'éloquence, Melpomène, muse de la tragédie, Thalie, muse de la comédie, Euterpe, muse de la musique, Clio, muse de l'histoire, Polymnie, celle de la poésie lyrique, Erato, celle de l'élégie, Uranie, muse de l'astronomie, et Terpsichore, muse de la danse. Les muses sont donc les déesses grecques qui président aux arts et aux sciences et inspirent ceux, poètes, musiciens et hommes de science, qui s'en remettent à l'imagination. Elles sont le symbole du lien étroit réunissant tous les arts. Elles permettent d'accéder à un savoir sur le monde. La musique, dont le nom vient des muses, est une porte vers la connaissance de la structure de l'univers. Elle ouvre sur l'arithmétique et l'astronomie. Elle permet à l'individu de percevoir l'harmonie des sphères. Mnémosyne, mère des 9 muses, devient donc le symbole d'une faculté qu'on appellerait mnémosis, mémoire en français. Mais revenons aux premières manifestations d'une mémoire prodigieuse. Dans l'Antiquité, un poète, Simonide de Céos, participe à un banquet organisé par un dénommé Scopas, un athlète qui avait remporté un pugilat. Simonide n'est pas là comme simple invité, mais pour réciter un poème en honneur de son hôte, vainqueur comme il était d'usage. Une fois son poème terminé, Simonide continue et fait l'éloge des dieux jumeaux Castor et Pollux. Et à cet instant précis, on prévient Simonide que 2 jeunes hommes l'attendent à l'extérieur. Ce dernier sort mais ne trouve personne. Et c'est à ce moment, raconte la légende, que le plafond de la salle où il se trouvait quelques secondes auparavant s'effondre sur tous les invités. Et tous meurent, et Simonide est le seul rescapé. Reconnaissance des dieux qui l'auraient attiré au dehors. Les corps des victimes méconnaissables sont impossibles à identifier. Mais Simonide, formé à l'art de la mnémotechnique, est capable de se rappeler la place exacte occupée par tous les invités. Et c'est de cette façon qu'ils finissent par être tous identifiés. Alors, mythe ou réalité, cette histoire, contée par Cicéron, se situe aux alentours de 480 avant Jésus-Christ.
Elle est la première trace d'une technique encore utilisée par de nombreux mnémonistes professionnels, la méthode des lieux, ou Loki, ou encore le palais mental. Cette technique consiste à imaginer et mémoriser un itinéraire avec des étapes clés. Ces étapes seront reliées aux informations que l'on souhaite mémoriser. Mais il est trop tôt pour en parler maintenant. Continuons notre voyage. Plus tard, vers 400 avant Jésus-Christ, c'est l'auteur inconnu du traité Dialectis qui préconise trois grands principes pour mémoriser. Faire attention, répéter et relier l'information nouvelle à une information ancienne. Vers 85 avant Jésus-Christ, le traité Ad Herenium fait la distinction entre deux formes de mémoire, celle qui permet d'apprendre par cœur et l'autre basée sur la compréhension. C'est cette dernière qui intéresse les orateurs. Ces derniers, amenés à tenir divers discours, ne peuvent se permettre d'oublier aucune idée importante. Ils procèdent donc de deux façons. Dans un premier temps, ils mémorisent les idées clés en suivant une logique. Ils utilisent pour ça la méthode des lieux pour garder leur fil conducteur. Ensuite, ils font appel à leur mémoire artificielle en prenant par cœur les points importants. Déjà à l'époque, on avait conscience de l'importance visuelle de la mémoire. Et plus tard, avec l'essor du christianisme, les pratiques mnémotechniques évoluent. La rhétorique laisse sa place à la prière, et l'important, ce n'est plus de retenir pour transmettre, mais pour mémoriser des textes sacrés, pour s'imprégner des valeurs chrétiennes. La Bible est l'ouvrage de référence et on invente toutes sortes de procédés mnémotechniques faisant appel à l'imaginaire. Et l'enjeu est énorme. Mémoriser, c'est tout simplement s'approprier un savoir. La quête du savoir absolu anime les plus grands personnages du Moyen-Âge, avides de techniques qui leur permettraient de puiser dans leur mémoire comme dans une bibliothèque. Cette période de vide culturel est aussi une période de lente reconstruction. La mémoire prend alors toute son importance. Elle est le dernier rempart contre l'oubli. Vers la fin du Moyen-Âge, la mnémotechnique est remise en question. La méthode des lieux, base de tous les procédés mnémotechniques jusqu'à présent, est remplacée par l'étude approfondie des textes. La lecture revient à la mode. Montaigne, de son côté, fustige la mémoire mécanique et clame que mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Le raisonnement prend de l'ampleur et semble s'opposer au par cœur, même si les principes de la rhétorique continuent d'être enseignés. Pour la première fois, Pierre de la Ramée met en avant une autre approche, en défendant la logique et la classification. Les premiers schémas heuristiques en arborescence voient le jour et s'opposent à toute forme de mémoire artificielle. L'essor de l'imprimerie place définitivement au second plan la mnémotechnique. Le savoir est désormais consigné et archivé. Et avec le temps, les bibliothèques, mémoire collective de notre passé, de notre savoir, prennent le relais et soulagent notre mémoire de tous ces savoirs qui, il faut bien l'admettre, ne peuvent tous être maîtrisés par une seule personne. D'autres techniques rapprochant l'information de l'image vont cependant naître. Ainsi, au XVIe siècle, apparaît le premier code imagé qui consiste à créer des analogies. Par exemple, le A s'apparente avec un compas, le 2 avec un signe. De ces nouvelles techniques va naître une table de rappel attribuée à Pierre Erigone, mathématicien qui, le premier, abordera le sujet dans un chapitre de son livre « Cours de mathématiques ». Et qu'est-ce que le code chiffre-lettres? Eh bien, tout simplement, un procédé qui permet de coder les chiffres en lettres. Ainsi, 1 se code P pour la consonne ou A pour la voyelle. Cette façon de faire permettait de créer des mots plus faciles à mémoriser que les chiffres. L'application de cette technique concernait principalement les dates. Plus tard, au XIXe siècle, Grégoire de Fenègle, mnémoniste réputé, contribue à l'essor du code chiffre-lettres à travers des démonstrations, des cours et des conférences dans toute l'Europe. Et c'est pourtant un Français, Aimé Paris, passionné de sténographie, qui donnera au code chiffre-lettres ses lettres de noblesse en y impliquant des consonantiques en lieu et place de consonnes arbitraires.
La mnémotechnique, face aux avancées de l'imprimerie notamment, mais aussi culturelles, va perdre petit à petit de sa superbe. Le déclin, amorcé dès le début du XIXe siècle, va s'accélérer et tomber peu à peu dans l'oubli. Pour tout le monde, eh bien non. Non, vous vous en doutez bien, en embuscade, des illusionnistes comptent bien tirer profit de toutes ces techniques à leur avantage. La reconversion de la mnémotechnique est assurée et perdure encore de nos jours. Fort de ses 17 millions d'exemplaires de livres vendus, dont 9 millions pour son seul ouvrage Comment développer une mémoire exceptionnelle, l'américain Harry Loren est aujourd'hui le plus connu des mnémonistes professionnels. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. Artiste de variété, magicien, il sillonne les États-Unis d'Amérique d'émissions en conférences, toutes sur ce thème, comment développer sa mémoire. Mais bien avant lui, d'autres magiciens se sont intéressés aux prodigieuses capacités d'une mémoire entraînée. Et parmi eux, deux frères, Ferdinand et Isidore Bonheur. En 1874, alors que le mentalisme se développe un peu partout, notamment à travers des séances de magnétisme, Isidore présente un numéro de chronologie universelle. Sous l'influence du magnétisme, son sujet est amené à relater tous les faits historiques qui se sont passés dans l'univers entier depuis plus de 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Simulation ou mnémotechnie, qu'importe, le thème d'une mémoire prodigieuse en spectacle est abordé, semble-t-il, pour la première fois, et d'autres vont suivre. On peut supposer qu'à partir du moment où les magiciens se sont intéressés à tout ce qui touchait à la clairvoyance ou le magnétisme, et d'une façon plus générale aux capacités cachées de notre cerveau, ils ont tous plus ou moins utilisé des procédés mnémotechniques pour présenter leurs effets de mentalisme. Quel magicien a pour la première fois présenté un numéro de mémoire prodigieuse? Difficile à dire, mais si on se réfère au premier numéro de mentalisme, il semblerait bien que ce soit Pinetti, en 1781, à avoir détourné les procédés mnémotechniques dans son numéro de clairvoyance présenté avec sa femme. Ce qui est sûr, c'est que ces procédés n'ont pas tout de suite été utilisés pour des numéros de mémoire prodigieuse pure. Vers 1882, un jeune prodige du nom de Jacques Inaudy défraya la chronique. Doué d'une capacité de calcul fulgurante, il effectuait les opérations mathématiques les plus difficiles en quelques secondes, tout en jouant de la musique ou en répondant aux questions du public. Il terminait son numéro par un effet digne d'une étonnante mémoire en récapitulant tous les chiffres cités qui avaient été notés sur un tableau. Il effectua ses dernières prestations lors des tournées bénévoles de 1929 à 1934. Les années 1930 connaissent un véritable mnémoniste, artiste du spectacle, Tréborix, auteur de l'ABC de la mnémotechnique. Illusionniste, il utilisait principalement le principe d'association d'images et mélangeait numéros de mémoire pure avec d'autres simulés. Honnête avec son public, il se présentait comme illusionniste, ne se séparant jamais de sa baguette magique, histoire de rappeler à son auditoire qu'en sa qualité de magicien, il pouvait faire croire ce qu'il voulait tant qu'il était sur scène. Très humble, il était d'ailleurs le premier à admettre qu'au-delà de ses démonstrations, sa mémoire restait très ordinaire. Dans le domaine des mémoires prodigieuses, les années 50 sont marquées par Leslie Welch, l'homme à la mémoire prodigieuse. Répondant à toutes sortes de questions, il est resté très longtemps actif. Ces numéros, qui s'approchent au plus près des vraies capacités de la mémoire, sont plus l'apanage d'une mémoire exercée et sollicitée qu'une utilisation de procédés mnémotechniques. À partir de 1970, Harry Loren reprend le code chiffres-lettres à son compte et en fait un best-seller. Capable de mémoriser jusqu'à 400 noms entendus une seule fois, Harry Loren se spécialise définitivement dans ce domaine. En 1991, Tony Buzan, créateur du mind mapping, crée les championnats du monde de la mémoire. Ce championnat, pris d'assaut par les médias, est devenu un mythe en soi. En effet,
Pour le commun des mortels, les vainqueurs de ces championnats restent des êtres hors du commun. Qui n'a jamais rêvé de posséder une mémoire exceptionnelle? Qui n'a jamais rêvé d'être plus intelligent? Car en effet, les participants doivent être en mesure de mémoriser un poème en 15 minutes, un nombre de plusieurs dizaines de chiffres en 30 minutes, le plus grand nombre de jeux de cartes mélangés en 1 heure, le plus grand nombre de visages et noms en 15 minutes, le plus grand nombre de chiffres séparés par une virgule en 5 minutes, le plus grand nombre de mots donnés aléatoirement en 15 minutes, le plus grand nombre de dates historiques, etc., etc. Le plus grand champion de tous les temps, c'est Dominic O'Brien, 7 fois champion du monde. Le prodige dévoile toutes ses techniques dans différents livres où l'on apprend qu'il utilise en fait une version améliorée de la technique des lieux ou la méthode des Loki. Le goût de la compétition, de l'exceptionnel, a ainsi permis de véritables miracles. Ainsi, en 1998, le Malaisien Yip-Sui Cho a récité 60 000 chiffres du nombre pi avec seulement 44 erreurs. En 2003, l'Autrichien Lukas Armsus a mémorisé 154 nombres à 2 chiffres en 1 minute. Et en 2002, Dominic O'Brien a mémorisé 54 paquets de cartes, soit 2808 cartes à jouer, en ne faisant que 8 erreurs. En 2004, l'Anglais Ben Pridmore a mémorisé 312 cartes en 10 minutes. Et en 2008, le même Ben Pridmore a mémorisé un jeu de cartes mélangées en 29 secondes. Ce qui était autrefois considéré comme un don est aujourd'hui devenu un sport. Mais chaque revers a sa médaille. Ainsi, bien que ces résultats fassent rêver, la réalité est tout autre. Les recherches menées sur ces prodiges ont permis de découvrir que la mémoire avait cette capacité à se spécialiser. Ainsi, les champions de la mémoire ne possèdent pas forcément de mémoire supérieure aux autres personnes. Ils sont simplement meilleurs dans leur domaine. Ils ont su entraîner leur mémoire pour mémoriser des chiffres, des cartes, des poèmes sur une période relativement courte, mais suffisamment longue pour impressionner. De bon augure pour tous ceux qui souhaitent apprendre à mémoriser et pour tous ceux qui pensent que la mémoire ne s'entraîne pas. Évidemment, cette mémoire peut s'entraîner. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous mes travaux sur mon site https://les-secrets.com. Vous retrouvez donc le MémoCamp et tout le protocole, une encyclopédie dans la tête, ainsi que la communauté des gens qui s'entraînent pour leur mémoire. Merci pour votre écoute. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.